Je vais vous parler aujourd'hui, chers téléspectateurs, d'un personnage tout à fait exceptionnel. Il s'agit d'Isabelle la catholique, dont on sait le rôle qu'elle a joué dans la formation de l'unité espagnole au tournant des 15e, 16e siècles, au moment où l'Espagne allait bientôt s'imposer comme la puissance dominante en Europe. Il faut d'abord replacer ce personnage dans un contexte plus vaste qui est celui de la péninsule ibérique à l'époque médiévale, on le sait. Le pays a été envahi par les musulmans au début du 8e siècle et il s'en est suivi une reconquista qui, par étapes, par phases successives, a permis de bouter l'envahisseur hors de la péninsule, mais ce fut une œuvre de très longue haleine puisque l'invasion arabo-musulmane, c'est 711, c'est le début du 8e siècle, et il faut attendre 1492, donc sous le règne d'Isabelle la catholique, pour que le royaume de Grenade soit enfin reconquis. À un moment où la péninsule est en train de se réorganiser complètement sur le plan politique, puisque à l'avènement de la reine de Castille, Isabelle, eh bien, il y a plusieurs royaumes qui se partagent son territoire. Il y a la Castille, bien sûr, il y a le Portugal, qui s'est constitué dès le XIIe siècle comme un État, comme un royaume indépendant. Il y a l'Aragon, qui va s'unir à la Castille à travers le mariage d'Isabelle et de Ferdinand. Il y a encore, pour quelque temps, un royaume de Navarre autonome. Et puis, il y a au sud l'émirat de Grenade, le royaume nasride de Grenade, constitué au XIIIe siècle, et qui, pendant 2 siècles, va donner les derniers feux de l'islam andalou en mettant en place une civilisation raffinée dont témoigne encore aujourd'hui l'architecture de l'Alhambra de Grenade. Voilà le contexte général dans lequel se situe la destinée de cette personnalité d'exception. Isabelle, elle va naître en 1451. Elle est la fille du roi Jean II de Castille et d'Isabelle de Portugal. Elle n'est pas destinée a priori à régner. En effet, elle a un demi-frère, Henri IV, qui est né, lui, d'un premier mariage de Jean II avec Marie d'Aragon. Henri IV, surnommé l'Impuissant, qui va très vite montrer ses limites, qui va écarter de sa succession sa fille Jeanne, celle qu'on appelle la Beltraneja, parce qu'on la soupçonne d'être le fruit des amours de l'épouse d'Henri IV avec un favori du roi, Beltrán de la Cueva. De ce fait, celui qui aurait dû succéder à Henri IV, c'est un frère, c'est son frère, Alphonse XII, mais celui-ci va disparaître rapidement. Et c'est un petit peu par hasard que Isabelle va se retrouver en situation de monter sur le trône. Alors c'est une souveraine un petit peu inattendue, mais en même temps, elle présente des qualités de caractère, d'énergie, d'intelligence politique tout à fait exceptionnelles. Et de plus, il faut compter avec les circonstances qui, comme toujours, apportent leur part d'imprévu et vont contribuer à la porter sur le trône. Alors, elle a 17 ans quand elle se retrouve en situation de monter sur le trône, mais malgré son jeune âge, elle va, je l'ai dit, manifester des qualités tout à fait exceptionnelles. Henri IV a été déposé par les grands du royaume en 1465 à Avila. Il mourra en 1474. Entre-temps, c'est son frère, donc Alphonse XII, né lui aussi du deuxième mariage de Jean II, donc un frère d'Isabelle. Alphonse XII qui est proclamé roi, mais finalement il va mourir
plus vite que prévu, hein, en 1468, et à partir de là, eh bien, c'est Isabelle qui s'impose, c'est la princesse des Asturies qui s'impose comme devant monter sur le trône. Elle est soutenue par une partie de la noblesse, mais attention, cette noblesse la suit parce qu'elle est convaincue de pouvoir instrumentaliser cette très jeune souveraine, de pouvoir l'utiliser. Une erreur d'appréciation, ce qui se vérifiera par la suite. Hein. En tout cas, le pacte de Guisando de 1468 fait d'elle, en fait, l'héritière de Castille, hein, après la mort de son frère Alphonse XII. Hein, et à ce moment-là, va se poser la question de son mariage. Ça devient un enjeu politique majeur. Il y avait une option qui était un mariage portugais, hein, un lien entre le trône de Castille et celui de Portugal, mais en fait en 1469, elle va épouser Ferdinand d'Aragon. Elle va épouser Ferdinand d'Aragon, c'est un autre choix aux conséquences politiques, géopolitiques considérables, hein. C'est le point de départ de l'unité espagnole qui est alors réalisée, unité entre un royaume de Castille qui occupe le centre de la péninsule, qui s'est imposé comme la puissance la plus dynamique au cours de la reconquête contre l'ennemi musulman, et puis un royaume d'Aragon qui très vite, lui, s'est davantage tourné vers la Méditerranée, qui a davantage donné la priorité aux conquêtes en Sicile, en Italie du Sud, au commerce, au grand commerce méditerranéen, hein, mais cette réunion, ce mariage va permettre la mise en œuvre d'une complémentarité qui va se révéler évidemment tout à fait utile. Hein. Alors, en tout cas, à la mort d'Henri IV, qui avait été écarté, je le rappelle, hein, elle se retrouve de fait reine de Castille, hein, et elle va imposer rapidement son pouvoir dans des conditions difficiles, parce qu'il faut compter avec la guerre civile et en même temps la guerre étrangère. En effet, la fille d'Henri IV, ou supposée fille d'Henri IV, la fameuse Beltraneja, veut faire valoir elle aussi ses droits à la succession, même si son père l'en avait écarté. Elle a le soutien contre une promesse de mariage du roi de Portugal, Alphonse V, hein, qui est un souverain puissant, un souverain redoutable, et Isabelle doit faire face à ce défi, à ce danger. Finalement, elle va sortir victorieuse de cet affrontement lors du traité d'Alcachovas en 1479. Hein, donc le danger est écarté de ce côté. Hein, elle a bénéficié dans cette affaire du soutien évidemment de son époux Ferdinand d'Aragon, hein, même si les deux couronnes restent séparées. Il y a une union dynastique qui fonde de fait l'unité espagnole, mais les deux couronnes restent séparées, le resteront encore par la suite pour longtemps. Chaque royaume conserve son autonomie. En tout cas, Isabelle réussit donc à s'imposer, alors que cela n'avait rien d'absolument évident au départ. Alors les deux souverains vont engager toute une série de réformes. On va réviser les libéralités accordées un peu trop généreusement par Henri IV. Hein. On va supprimer la moitié des pensions qui avaient été assurées à la noblesse. On va revenir sur un certain nombre d'abus. Cette noblesse, longtemps turbulente, elle va être obligée de rentrer dans le rang. On va également imposer l'autorité royale aux villes, hein, qui disposaient jusque-là d'une large autonomie. Hein. Un corregidor va être nommé
dans chaque ville importante pour représenter l'autorité royale, pour surveiller les oligarchies municipales qui prenaient souvent quelques libertés justement avec l'autorité royale. On va mettre en place la Santa Hermandad, qui est une sorte de gendarmerie rurale qui a vocation à maintenir l'ordre dans les campagnes, ce qui n'était jamais toujours forcément acquis. Il faut rappeler que le royaume de Castille avait connu des périodes difficiles, des périodes de guerre civile au siècle précédent, celle qui avait opposé Pierre le Cruel et Henri de Trastamare, par exemple. Donc il y a une mise en ordre, en quelque sorte, une stabilisation du royaume qui était tout à fait indispensable. Il fallait que cet ordre intérieur fût rétabli pour pouvoir envisager l'expansion castillane telle qu'elle va se mettre en œuvre au cours des années suivantes. Le premier défi que rencontre Isabelle, c'est la fin de la Reconquista. Le XIIIe siècle avait vu ce qu'on appelle la Grande Reconquête. En 1212, la bataille de las Navas de Tolosa avait définitivement ruiné les vues des souverains marocains sur l'Espagne, mais restait au sud-est de la péninsule ce royaume nasride de Grenade qui va résister encore 2 siècles, alors en s'affrontant parfois avec la Castille, en se contentant parfois, celle-ci se contentant parfois du paiement simplement d'un tribut, alternance donc de guerre et de coexistence. Ça va durer 2 siècles. Pendant tout ce temps-là, la Castille est soumise à des problèmes difficiles. Il y a eu la peste noire, il y a eu la guerre civile, je l'évoquais il y a un instant. Tout cela fait que terminer la reconquête n'est pas un objectif immédiat, d'autant que la mise en œuvre d'un tel projet s'annonce difficile, du fait du terrain. Le royaume de Grenade, c'est une région montagneuse, c'est une région assez facile à défendre finalement. C'est un petit peu, si l'on veut, l'équivalent à quelques siècles de distance de ce qu'avaient représenté les massifs montagneux des Asturies ou des monts Cantabriques à l'origine de la reconquête chrétienne au cours du Haut Moyen-Âge. Donc il faut maintenant en finir avec ce royaume. Toute la société espagnole, désormais pacifiée, unifiée, va être mobilisée dans ce qui est présenté comme une croisade. Et la lutte va commencer en 1482. Ce sont les musulmans qui s'emparent d'une ville frontière, Sahara, et c'est une mauvaise idée parce que ça va être le point de départ d'une campagne qui va durer pratiquement 10 ans, qui va être conduite méthodiquement, notamment par Ferdinand d'Aragon, qui va engager notamment des moyens d'artillerie importants pour multiplier des sièges qui, au fil des années, vont faire tomber toutes les positions musulmanes de Malaga, de Ronda, d'Almeria, et finalement c'est Grenade qui va tomber dans les premiers jours de janvier 1492, quand le dernier roi nasride, Boabdil, va remettre finalement les clés de la ville aux rois catholiques Isabelle et Ferdinand. C'est un événement considérable, cette chute de Grenade, parce que elle fait écho, elle se présente comme une réponse en quelque sorte à la chute de Constantinople de 1453. Elle se présente comme une réponse au sac d'Otrante qui a eu lieu une dizaine d'années plus tôt en Italie du Sud, qui avait fortement impressionné les Européens. À l'époque, le péril ottoman est extrêmement pressant. Eh bien, cette reprise de Grenade, c'est un peu une réponse qui montre que le camp chrétien a la ressource éventuellement de reprendre l'initiative et de remporter des succès importants, alors que du côté musulman, on déplore à grands cris la perte de ce que les musulmans appelaient la Damas de l'Occident. C'est un succès qui a un grand retentissement donc dans
le monde chrétien, de Rome à Paris jusqu'en Angleterre, et qui va donner à la monarchie espagnole qui vient de se constituer dans sa forme moderne, qui va lui donner un prestige tout à fait considérable. Il ne suffit pas de reconquérir les territoires, il faut aussi reconquérir les âmes, et pour cette raison, les rois catholiques sont attachés à l'unité spirituelle du royaume. Ils vont chercher à obtenir, après avoir accordé fait un certain nombre de concessions aux vaincus, ils vont chercher à favoriser les conversions de manière systématique, pour que les musulmans d'une part, ceux qu'on va appeler les morisques, et puis les juifs d'autre part, se rallient à la foi catholique, l'unité religieuse du royaume apparaissant comme une nécessité aussi bien spirituelle que politique. C'est dans ce contexte qu'apparaît l'Inquisition à partir de 1480, et elle va devenir une institution majeure dans les royaumes d'Espagne. En tout cas, en 1492, les souverains vont exiger des juifs qu'ils se convertissent, faute de quoi, eh bien, ils sont invités à quitter le pays. Et il y en aura à peu près 90 000 qui vont quitter l'Espagne, cette expulsion des juifs qui vont partir vers le Portugal, plus tard vers les Pays-Bas, d'autres vont partir vers Salonique dans l'Empire ottoman. C'est un événement évidemment important du règne d'Isabelle. Après qu'il y eut des conversions spectaculaires, par exemple le chef de la communauté juive de Castille va se convertir solennellement à Guadeloupe, et en présence des rois catholiques qui sont les parrains du nouveau converti. Alors, une fois l'ordre intérieur rétabli, une fois l'unité religieuse en route en quelque sorte, puisque ça ne sera pas un succès complet, puisqu'ensuite il y aura toute la lutte menée par l'Inquisition contre les conversos juifs suspectés d'une conversion simplement superficielle. Il y aura la lutte contre les morisques et finalement l'expulsion des morisques au début du XVIIe siècle, mais la tendance en tout cas va dans le sens d'une unité religieuse sans faille, qui sera préservée d'ailleurs ensuite quand surviendra la réforme en Europe. L'ordre intérieur politique est établi, l'unité religieuse est assurée. Il faut aussi assurer l'unité linguistique. 1492, c'est aussi la grammaire de Nebrija, qui va fixer la langue castillane, qui va s'imposer comme la langue des différents royaumes. On va également, l'Espagne nouvelle va s'engager aussi à l'extérieur, notamment dans le royaume de Naples, où s'illustrent les tertios de Gonzalo de Cordoba, de Gonzalo de Cordoue, ces tertios qui vont constituer les unités militaires les plus redoutables d'Europe, pratiquement jusqu'à Rocroi, jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Mais évidemment, la grande affaire aussi du règne d'Isabelle, c'est la découverte de l'Amérique. Elle a fait confiance au Génois Christophe Colomb, qui lui a vendu son projet de partir vers l'ouest pour découvrir les Indes. On sait les résultats que cela a donné. Ça a entraîné en 1494 le traité de Tordesillas, sous le parrainage du pape, pour partager les domaines d'outre-mer entre portugais et espagnols. En tout cas, quand la reine va mourir en 1504, elle va laisser derrière elle un État unifié et centralisé, dans lequel les forces centrifuges, une noblesse pas trop turbulente, des villes soucieuses de leur autonomie, tout cela est bien maîtrisé, même si en 1520, les maladresses du jeune Charles Ier, alias Charles Quint, font qu'il y a une révolte dite des comuneros, une révolte des villes de Castille contre le souverain, mais dans l'ensemble, l'Espagne est unifiée et ordonnée. On voit se mettre en place donc une monarchie
monarchie administrative moderne, hein, qui va servir en partie de modèle d'ailleurs, on l'oublie parfois, à ce que va être la monarchie administrative française telle qu'elle s'imposera au XVIIe siècle. Hein. De plus, sous le règne d'Isabelle, l'Espagne n'est plus une périphérie de la chrétienté au sud-ouest de l'Europe, elle devient le centre de gravité d'un nouveau monde, celui qui est né de l'aventure atlantique, de la découverte de l'Amérique. Alors ce parcours d'Isabelle, à qui succède l'époux de sa fille Jeanne la Folle, car Don Juan, le fils des rois catholiques, est mort en 1497. Ce royaume qu'a constitué Isabelle, c'est celui que va récupérer bientôt le jeune Charles Ier, né à Gand en 1500, le fils de Jeanne la Folle et de Philippe le Beau de Habsbourg. Hein. Charles Ier d'Espagne, qui sera Charles Quint dans l'Empire. Hein. C'est le moment où apparaît, où se met en place la domination de la dynastie habsbourgeoise, préparée dans une large mesure par le règne d'Isabelle la catholique. Albert Spaggiari, 1976, la Société Générale à Nice, ça vous dit sûrement quelque chose. Alors, il y a quelques semaines, je vous parlais du casse du siècle avec l'attaque du train Glasgow-Londres, mais c'est notre casse du siècle à nous, en France, parce que Spaggiari, il a quand même réussi le coup le plus extraordinaire dont on puisse rêver, et c'était un personnage fantastiquement sympathique et plein d'énergie. Alors, il est né en 1932 dans les Hautes-Alpes, un petit village qui s'appelle Laragne-Montéglin. Ses parents sont des immigrés italiens de première génération. Sa maman tiendra toute sa vie un magasin de sous-vêtements féminins, de soutien-gorge, de choses comme ça. Et son papa a un camion et fait le transporteur. Et quand le petit Albert a 3 ans, un drame, le camion du père brûle. Et il est brûlé vif. Et donc, voilà ce petit Albert orphelin. La maman quitte les Hautes-Alpes, va s'installer ailleurs, et elle se remarie. Ce que Albert va très très mal supporter. Donc, il commence à faire des bêtises. Déjà, un adolescent, ça a tendance à faire des bêtises, mais avec notre Albert, c'est encore pire. Et il fait ses premiers petits larcins vers 13 ans, 14 ans. Et puis, il est fasciné par l'histoire des mafiosos, ou mafiosi, comme vous voulez, italiens. Et à 14 ans, il va s'enfuir en Italie pour rejoindre la bande d'un certain Salvatore Giuliano. Et il va traîner avec cette bande pendant quelques semaines, puis quelques mois. Finalement, les gendarmes vont le ramener chez sa maman, qui ne devait pas être très très contente. Et à 17 ans, et ben là, c'est le grand saut dans tous les sens du terme. Il s'engage au 3e BEP en Indochine. C'est un para. Et il va faire une guerre honorable, quoique certaines mauvaises langues disent qu'il était mal noté, etc. C'est une forte tête, Spaggiari. C'est vrai qu'il laisse personne l'embêter. Et il va faire une bêtise. Les bêtises, on connaît ça. Hein. Il va attaquer une maison close de Saïgon, le Milk Bar, parce que ses copains avaient été mal reçus par les prostituées de l'endroit. Il fait un casse, donc, et il va se faire arrêter et condamné très lourdement, 5 ans de travaux forcés, ce qui est quand même très très lourd. Bon, il finit sa peine au Baumette, à Marseille, et là, il fait une formation, parce qu'évidemment, à part mafioso ou parachutiste, il n'a pas beaucoup de formation. Qu'est-ce qu'il fait comme formation? Chaudronnerie et soudure. Ça va lui servir plus tard. Il se calme un peu, il épouse une infirmière qui s'appelle Audi comme la voiture. Bon. Et là, il est engagé chez Fichet et Bosch. Donc, sa spécialité, ça sera d'ouvrir les coffres forts quand les clients ont perdu la clé. Et il va faire ça au Sénégal, à Dakar, pendant un peu plus d'1 an. Il rentre en France, s'installe à Nice, il va avoir un magasin de photos.
Et il va beaucoup travailler avec la mairie de Nice, c'est Jacques Médecin à l'époque, sur les photos de mariage. Ça sera sa spécialité. Ça, c'est pour la façade, parce que derrière, il est évidemment très proche de l'OAS, très très proche. Il va d'ailleurs se faire prendre parce qu'il a une imprimerie clandestine. Et comme on trouve des armes chez lui, il va là aussi prendre plus que les autres. Retour casse-prison, ce qui le renforce dans ses liens. Il est définitivement OAS et extrême droite. Alors, il sort de prison, il a une bergerie dans l'arrière-pays niçois qui s'appelle les Oies Sauvages, où les policiers vont trouver, après le casse, un véritable arsenal. Il sortait couvert, hein, on va dire, Spaggiari. Et puis, il a l'idée de ce casse. Et ça va être quelque chose d'extraordinaire. C'est pas évident du tout. Les murs de la Société Générale font 1,80 m d'épaisseur, mais il a bien étudié le plan, et il va passer par la rivière qui s'appelle le Paillon, et par les égouts. Et commence alors, il recrute évidemment une quinzaine de complices, tous avec des bonnes formations, au moins pour ce genre de choses, et il va commencer à creuser le 7 mai 1976. Et c'est un travail énorme, énorme, parce qu'il va creuser sur près de 3 km. C'est quelque chose d'incroyable. Passant par le Paillon, puis les égouts. Alors vous imaginez, pataugeant dans les eaux usées, dans les excréments, il y a les rats, rien ne l'arrête. Parfois il y a un gros rocher, il va dire j'ai mis 10 jours pour venir à bout d'un seul rocher. Mais ça marche, il avance, il va même mettre de la moquette à certains endroits du tunnel. Il y a tout c'est le BHV rayon bricolage, quand on trouve tout, des chalumeaux, des vérins, il pourra même faire passer une grosse voiture dans le tunnel qu'il a fait, qui est étayé, aéré, éclairé. Enfin, c'est un travail colossal. Une grosse peur quand le président Giscard d'Estaing va venir à Nice début juillet 1976. Il a très peur que là, tout le monde, que les policiers découvrent ce qui se passe dans les égouts. Heureusement non, enfin heureusement. En tout cas pour lui. Et le week-end du 16, 17, 18 juillet, c'est le grand jour. Ils vont travailler 2 nuits et 3 jours. Et là, ils arrivent à la salle des coffres. Alors là, c'est un bonheur. Ils boivent du champagne et ils commencent à ouvrir les coffres. Un par un, il y en a 4000. Ils n'auront le temps d'ouvrir que 347 coffres. Mais le butin est quand même totalement colossal. C'est formidable. Là-dessus, il se met à pleuvoir très très fort pendant ce week-end, et du coup, il dit on ne va pas prendre de risques, on va dégager plus vite que prévu. Donc, ça va être même très juste. Ils vont patauger dans cette eau infecte des égouts jusqu'au cou, avec les sacs de billets sur la tête. Mais ils ont réussi, et ils laissent ce fameux mot sur la porte du coffre, sans armes, sans haine, sans violence, sans armes et sans haine. C'est sa signature, et évidemment, là, ça va faire un incroyable bruit dans toute la France. C'est la première fois qu'il y a un casse comme ça. Il va être arrêté assez vite, je vous passe les détails, et il est très sympathique, Spaggiari. Il s'entend bien avec son juge d'instruction, mais il sait que ses copains OAS essayent de le faire évader à moto. Il a réussi à communiquer. Et un jour, il sait que c'est ce jour-là, et il a vu la moto en bas. Mais il y a 3 flics dans le bureau du juge d'instruction. Donc il dit au juge, je vais vous faire des révélations, mais c'est de la dynamite, ça met en cause tout le gouvernement, je veux ne les faire qu'à vous. Donc les policiers sortent, et là il s'approche du bureau du juge, il dit je vais vous faire un dessin pour vous montrer comment je suis passé, etc. L'autre dit bon, très bien, je regarderai ça. Et Spaggiari lui dit oui, puis ça vous fera un souvenir. Et hop, il saute par la fenêtre, 8 mètres, et il s'enfuit sur la moto, et 3000 policiers à ses trousses, on ne sera jamais retrouvé. Il va être caché chez une jolie Italienne qui était la femme de Lucky Blondeau, ça dit quelque chose peut-être aux plus anciens d'entre nous, et commence alors là 12 années de cavale autour du monde. Il va se faire refaire le visage par le plus grand chirurgien esthétique du Brésil. Il va surtout être sans arrêt en train de faire des provocations. Il va même passer à apostrophe, évidemment pas en direct,
Il va se déguiser en Père Noël, en hippie, en femme. Enfin, c'est le roi du déguisement. Il n'arrête pas de faire des déclarations fracassantes. En même temps, les fins de sa vie, c'est un peu plus triste parce qu'il arrive au bout de l'argent. Il n'a plus d'argent, donc il écrit des livres. Il y a un film, Les égouts du paradis. Il essaye de faire parler de lui. Il est toujours avec sa jolie italienne, qu'il soutient, bien sûr. Et malheureusement, il a un cancer, donc il est opéré plusieurs fois. Et il va finir par mourir en juin 1989 en Italie, dans les Dolomites. Et c'est son italienne qui va mettre le corps dans une caravane, passer la frontière en douce en faisant semblant qu'il dort, il a le passeport et tout, et déposer le corps chez sa maman, à Hyères, et il pourra être enterré dans son village natal. Et la tombe est tout le temps fleurie parce que, il a fait quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis c'était quelqu'un de sympathique. Il n'a jamais tiré un coup de feu. Il a fait un très beau coup. Il a fait un pied de nez à toute la police qui avait beaucoup de respect pour lui. Et vers la fin, ils n'avaient même plus envie de courir après parce que c'est devenu une légende. Alors moi je dis quand même chapeau Albert Spaggiari, des voleurs comme ça, c'est quand même plus sympathique que ce qu'on voit ailleurs, avec beaucoup de morts et d'explosions. Nous recevons aujourd'hui, pour parler de l'Ukraine, Luc Pauwels, qui est un historien flamand, qui vient de publier aux éditions Johan M. Banner une histoire de l'Ukraine ô combien utile par les temps qui courent, car évidemment elle fournit un certain nombre d'éclairages nécessaires pour comprendre les origines, les conditions du conflit que connaît en ce moment ce pays. Je rappelle d'ailleurs que les lecteurs de la Nouvelle Revue d'Histoire ont pu trouver dans son numéro 84 un article justement de Luc Pauwels consacré à l'Ukraine, mais plus particulièrement pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque le dossier de ce numéro était consacré au front de l'Est de 1941 à 1945. La Nouvelle Revue d'Histoire, ce numéro-là n'est plus en kiosque, voilà. Mais bien sûr, nos auditeurs, nos téléspectateurs peuvent le retrouver, peuvent le commander. On peut encore le trouver au 88 avenue des Ternes. Voilà, c'est dit. N'hésitez pas parce que c'est un très bon numéro. Alors, l'Ukraine, terme relativement récent pour désigner le pays qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une terre anciennement humanisée, porteuse de civilisations qui ont disparu, et notamment quand on pense à l'Ukraine, on pense au monde des Scythes. Et comment pourriez-vous nous présenter en quelques mots ce qu'était cette terre scythique située au nord du pont Euxin, au nord de la mer Noire, et que connaissaient bien les Grecs puisqu'ils avaient installé plusieurs comptoirs sur les rives de l'actuelle Crimée ou de la mer Noire? Mais les Scythes sont un peuple qui vient de l'Orient, mais qui est de souche indo-européenne. C'est important à savoir. Donc rien à voir avec les Huns ou avec les Mongols qui viendront plus tard. C'est des Indo-Européens. Et ils s'installent dans un espace qui est quasi vide. Les Slaves viennent de s'installer beaucoup plus tard. Et ils viennent du nord de la Russie. Donc les Scythes viennent de l'Est et ils conquièrent tout le pays. C'est un peuple guerrier, qui est cavalier aussi, qui parcourt les steppes, mais qui s'installe. Ce ne sont pas des nomades, donc ils s'installent en Ukraine. Ce sont aussi des paysans, des sédentaires. C'est des sédentaires, ils font l'élevage bovin et ils font un peu d'agriculture, mais ils ne sont pas très doués. Parce que c'est trop fatigant. Oui. Déjà, ils vendent du grain aux cités grecques qui sont demandeuses d'importation alimentaire. C'est pas leur dada. C'est pas leur dada. Ce qu'ils aiment bien, c'est faire la guerre. Alors, ils se sont confectionnés, et ça c'est tout à fait nouveau, des arcs tout à fait spéciaux. Les arcs de cette époque étaient d'1,50 m à 2 mètres et en bois. Les leurs, ils ont moins d'1 mètre
ils sont faits, c'est des composites, ils sont faits de bois, de tendus et de cornes. De quoi? De cornes. Non, de tendons. Tendons. Ouais. D'accord. Le français n'est pas ma langue maternelle, Écoutez, vous le savez. parlez fort bien. Merci. Alors, la fabrication d'un tel arc, ça prend de 5 à 10 ans. Ah oui. Et ça va de père en fils. Donc c'est un petit machin comme ça. Mais il est maniable à cheval, ce qui est très important pour eux. Et pas trop lourd, j'imagine. Et pas trop lourd. Et les flèches sont très petites. Donc un cavalier scythe peut avoir sur lui de 200 à 300 flèches. Ah oui. Donc il peut tirer en continuité. Alors ils sont redoutés. Il s'installe et il se lasse un peu de la guerre. Et alors, comme ça arrive souvent, il y a les suivants qui arrivent. Et les suivants, c'est les Sauromates, qui sont un peuple cavalier du même type, qui viennent aussi de l'Orient, qui sont aussi indo-européens. Alors, ce n'est pas la guerre, ils s'y installent quasi pacifiquement, et après 2 siècles, on ne les reconnaît plus. Il y a une fusion totale des deux peuples. Et ensuite, on aura les Alains aussi qui vont venir s'installer dans ces régions. Il y en a le réservoir des steppes produit en continu des peuples nouveaux. Mais il faut dire que la terre est agréable, le climat, ça va. Ah oui, tout à fait. Mais il faut faire une grande distinction entre les peuples nomades qui viennent là en pillard et qui partent aussitôt, et ceux qui s'y installent. Alors les Scythes, les Sauromates, ils s'y installent. Plus tard, si vous permettez, plus tard viennent les Slaves qui viennent du nord et qui s'installent très pacifiquement. À chaque génération, ils avancent 100 km, pratiquement sur toute l'étendue de l'Ukraine, sauf la Crimée. Alors, les Slaves, ils s'installent et ils font l'agriculture, là, à fond. La guerre, ça ne leur intéresse pas trop. Et l'apiculture aussi, l'élevage bovin. Mais tout le temps, ils se disputent entre eux, ça ne marche pas, etc. Ils ont des contacts commerciaux avec les Vikings. Et c'est la grande axe commercial qui va de la Scandinavie vers Byzance, qui traverse l'Ukraine. Et là, ils ont l'idée de demander aux Vikings de leur fournir un chef, un roi, on dirait, pour que, et c'est comme ça que ça se trouve dans les annales, pour qu'ils commandent et fassent justice. Donc la fonction militaire, la fonction politique, la fonction judiciaire. Alors, ils s'adressent à eux, ils vont les voir en Suède. Ils savent aussi que dès 482, il y a ils ont leur ville de Kiev qui est fondée, la future capitale. Et au nord de là, il y a Novgorod, qui est la ville viking de référence. Et le roi Rurik, ou le prince, si on veut dire, le roi Rurik les accueille et, disons, devient le grand prince de toute l'Ukraine avant la lettre, bien sûr. C'est la première Russie donc, qui est constituée là, à ce moment-là. Donc nous sommes à la fin du Xe siècle. Nous sommes exactement en 800... fin du 9e siècle pour Rurik. 82. C'est là que Rurik, enfin son successeur, s'installe à Kiev.
on chasse les nomades, fait régner l'ordre et rassure les Slaves. Et là, ça devient vraiment la Rus de Kiev. C'est la Rus de Kiev. Donc c'est la première Russie qui va être une principauté extrêmement brillante au tournant de l'an 1000 et en fait jusqu'aux invasions mongoles. C'est ça. Il y a une période où en plus cette Russie de Kiev, elle fait partie de ce qu'on pourrait appeler le concert européen de l'époque, hein, puisque comme nous le savons, nous avons eu une reine de France, Anne de Kiev. Qui était originaire donc de ce royaume. Nous lui devons le premier roi Philippe de France. Oui, tout à fait. C'est elle qui a introduit le nom de Philippe dans la monarchie française. Très grec. Oui, c'était un nom d'origine grecque. Celui qui aime les chevaux. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et une pensée pour notre ami Jean-Pierre Arignon, qui nous avait beaucoup parlé de, alors lui, de la langue, le slavon, si je me souviens bien, et il parlait ces langues-là. Oui, Jean-Pierre Arignon, qui est un historien médiéviste de la Russie, de Byzance d'abord, de la Russie ensuite, et que nous avons reçu à plusieurs reprises. Mais parlons d'Anne de Kiev, c'est bien intéressant, ce personnage historique. Anne est la fille de Yaroslav, qui a encore deux autres filles, et l'une devient reine d'Hongrie et l'autre reine de Norvège. Extraordinaire, les trois filles sont reines. Oui, alors on l'appelle le beau-père de l'Europe à cette époque. Mais ça veut dire que l'Ukraine, loin d'être un pays marginal, est vraiment reconnu par les autres comme leur égal, comme un pays à titre entier. Et avec une grande politique matrimoniale. Alors là, il faut, je crois, si vous permettez, rappeler que l'Ukraine actuelle, qui est à peu près dans les mêmes frontières que l'Ukraine de cette époque-là, ça fait en superficie la France à peu près, la France métropolitaine, entendons-nous, 5% de plus. En population, la France a fait 64 millions, l'Ukraine actuelle 43. Et sa population a baissé par rapport à ce qu'elle fait. Alors, le produit interne brut, c'est là que ça devient dramatique, c'est exactement 1/10 de la France. Alors, pour nourrir cette population-là, c'est pas évident. Donc, ils doivent importer beaucoup de choses parce qu'ils ne les fabriquent pas ou ils ne les fabriquent plus eux-mêmes. Et en même temps, il faut les payer. Et c'est leur problème. Ce n'était pas le problème au temps d'Anne de Kiev. Alors, Anne de Kiev est réputée une très belle fille. Et il y a pas mal d'amateurs qui viennent voir à Kiev pour rencontrer les filles du roi. Déjà. Alors finalement, c'est Henri Ier, roi de France, et veuf à ce moment-là, qui demande sa main, et ils se marient à la cathédrale de Reims en 1051. Avec le faste qu'on s'imagine. Bien sûr. Alors, ils auront une série d'enfants. Le premier, Philippe, est né un an après, en 1052. Mais le mariage ne dure pas très longtemps, parce qu'après 9 ans, Henri meurt d'une crise cardiaque, paraît-il. Bon. Alors, Philippe est encore très jeune, il a 8 ans. Donc c'est elle qui est régente de France et qui fait ça très très bien. Elle est accurate. Bravo. Elle fait ça et elle se fait accepter son autorité. Alors les nobles défilent pour voir si un second mariage ne serait pas possible. Et il y en a un qui a sa préférence, c'est Raoul de Crépy. Un grand seigneur de France à cette époque-là, mais qui, malheureusement pour elle, est marié.
Petit problème. Petit problème. Raoul le règle, le problème. Il le règle comment? Il accuse sa femme d'adultère et il le met dans un couvent. Il l'enferme dans un couvent. Bon, au moins il ne l'a pas fait orgier, c'est déjà ça. Alors, on n'est plus sous les mérovingiens. Voilà. Alors, ils se marient, Anne et Raoul, ils se marient. Alors, mais quand la femme, la première, apprend ça, elle pique une colère. Il y a un peu de quoi. Hein, oui, voilà. Elle s'évade, elle va à Rome pour plaider sa cause auprès du pape Alexandre Ier. Alors, le pape fait l'enquête, on ne sait pas trop comment, constate qu'il n'y a pas eu d'adultère et dit voilà, il faut annuler ce mariage. Alors, mais les deux amoureux, là, refusent obstinément de se séparer. L'arbitrage du pape, oui. Alors, bon, comme c'est la mode, à ce moment-là, ils sont excommuniés. Oui. Mais c'est très grave, parce que c'est une mort sociale. C'est la mort civile, exactement. Plus personne ne peut s'approcher d'eux, c'est terrible, terrible. Voilà. Alors, est-ce qu'ils vont tenir avec ça? Ils errent en Europe, leur union tient très bien, mais après quelques années, après 10 ans, je crois, Raoul meurt lui aussi. Elle est de nouveau veuve. Bon. Et là, on perd ses traces. Selon les uns, elle est retournée au pays natal, en Ukraine. Mais là, curieusement, on ne trouve aucune trace d'elle. Ah oui, c'est curieux. Ce qui est très curieux. Selon d'autres, elle serait, disons, enterrée dans une abbaye de l'Essonne. Mais malheureusement, cette abbaye a été ravagée et puis complètement détruite jusqu'à la dernière pierre pendant la Révolution. La Révolution, bien sûr. Alors, plus de traces. Donc il y a un mystère demeure autour d'Anne de Kiev. Alors cette malheureuse première Russie de Kiev, elle va connaître les malheurs de l'invasion mongole au XIIIe siècle. Oui. Ça va être une déferlante particulièrement dévastatrice. Tout à fait. Et les Mongols, il faut d'abord savoir qu'ils sont très nombreux. Les autres invasions, c'était des invasions de quelques milliers, dizaines de milliers, on ne sait pas très bien, mais dans ces chiffres-là, alors les Mongols, ils viennent en centaines de milliers. C'est vraiment un rouleau compresseur. C'est un rouleau compresseur qui ravage tout. Qui ravage tout. Et en plus, sont des, comment dire, ils sont très bien organisés sur le plan militaire. Genghis Khan est un génie militaire. Et il n'y a rien qui leur résiste. Donc en 1240, la belle ville de Kiev est complètement ravagée, incendiée, il n'en reste plus rien, sauf la cathédrale Sainte-Sophie. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, Kiev avait 40 000 habitants, ce qui équivaut le nombre d'habitants de Paris à cette époque. Il n'y a que Londres qui dépasse. Toutes les autres villes en Europe sont plus petites en nombre d'habitants. Donc c'est vraiment... Et alors ça, c'est un moment essentiel parce que, d'une part, il y a toute une partie du monde russe qui va se replier vers les forêts du Nord, et Moscou va devenir le centre de gravité de ce monde russe. Et puis il y a une partie donc des Russes de Kiev qui vont se retrouver dans des régions qui sont en gros au sud-est de la Pologne, ce qu'on va appeler plus tard la Galicie. C'est ça. Et là, il y a deux entités là, qui se constituent, deux pôles. Oui. Il faut remonter à cette époque-là pour comprendre aussi les enjeux actuels, les débats identitaires. Est-ce que la Russie de Kiev est la souche commune de ces deux entités, ou est-ce qu'elle est la source de la Russie, comme le revendiquent les Russes aujourd'hui? Je crois qu'elle est le berceau de trois entités, c'est-à-dire l'Ukraine actuelle, bien sûr, la Russie actuelle, et ne l'oublions pas, la Biélorussie actuelle. Tous les trois sont les héritiers de la Russie de Kiev. Et moi, je ne crois pas personnellement qu'un d'eux peut prétendre à en être le seul héritier. C'est pas le cas.
Oui. Alors, après les Mongols, le grand prince de Kiev déplace la capitale à 1000 km de Kiev, à Vladimir. Vladimir qui se trouve encore presque 200 km au nord-est de Moscou, vraiment très très loin. Donc c'est pas évident de régner sur un pays quand on est à 1000 km et ça se fait sentir, bien sûr. Pourquoi il va à Vladimir? Il y a 3 raisons en gros. D'abord la sécurité. Vladimir n'est pas en bordure des steppes, c'est dans des forêts très très denses. Secondo, là il y a encore la terre vierge qu'on peut distribuer à des nobles de la cour et tout ça. Pour que le système féodal tourne, il faut ça. Et troisièmement, il y a le prestige. Comme tant d'autres, Vladimir Monomakh, qui a la modestie d'appeler cette ville de son nom, il veut avoir sa ville, comme Rurik avait eu Novgorod, comme Yuri Dolgoruki va avoir Moscou, qui est tout petit, qui est un petit village à cette époque-là, etc. Saint-Pétersbourg pour Peter le Grand, Pierre le Grand, Sébastopol pour Catherine et Potemkin, etc. Et alors cet espace, après le choc de l'invasion mongole, il retourne pour une grande part à la steppe. Il a été complètement dévasté, la population en partie disparue, et il va devenir un enjeu ensuite à l'époque moderne, à partir au XVIe, XVIIe siècle, entre la Pologne et la Russie. Qui sont deux pôles de puissance antagonistes. Nous sommes là au XVIe, XVIIe siècle. Et il y a un moment donné qui est important, au XVIIe, c'est quand les Cosaques d'Ukraine, c'est la fameuse paix de Péréaslav, font le choix finalement de la Russie par rapport à l'ensemble polono-lituanien qui s'étendait alors très loin vers le sud-est, voire jusqu'aux côtes de la mer Noire. Et ça, c'est un tournant évidemment important, un tournant important pour la suite, d'autant que on connaît ce qui arrive à la Pologne au XVIIIe siècle avec les 3 partages successifs, et la Russie va donc avoir la voie libre maintenant pour pousser vers la mer Noire. C'est le XVIIIe siècle, c'est l'époque des vues qu'avait Catherine II sur Constantinople, c'est la conquête de la Crimée, et d'un autre côté, ce qui constituait en partie l'Ukraine, si l'on reprend ce terme, ça va tomber sous la coupe des Autrichiens. C'est la Galicie de Lvov ou de Lviv qui va passer du côté des Habsbourg. C'est ça la situation au XIXe siècle. L'Ukraine va se développer, elle va être peuplée. La formidable expansion démographique russe du 19e fait que l'Ukraine se peuple évidemment à cette époque. Ses ressources font qu'elle se lance dans l'aventure industrielle. Mais à un moment donné, il y a un réveil du nationalisme ukrainien ou d'une identité ukrainienne qui s'affirme. Alors c'est à peu près à quel moment et dans quelles conditions ? Oui, il faut savoir qu'il y a eu une énorme vague de russification dès que l'Ukraine est sous la coupe des Russes, ce qui était d'ailleurs le cas en Pologne aussi, c'est de la polonisation. C'est moins le cas en Galicie, les Autrichiens sont plus prudents. Tout à fait. Ils laissent faire. C'est le fait d'un empire multinational. Voilà, c'est pas, parce que c'est pas un État national, c'est un empire. Voilà. C'est pareil pour la Pologne de Cracovie qui faisait partie de l'empire Habsbourg également. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe ? À un certain moment, les Russes fondent à Kiev une université où l'ukrainien est tout à fait, de laquelle l'ukrainien est tout à fait banni. D'accord. C'est une université russe à 100%. Et c'est exactement cette université-là que se fonde sous l'égide d'un historien, Kostomarov,
hein, sorte de société secrète qui s'appelle la Société du Saint Cyril et des Saints Cyril et Méthode, oui. hein, qui ont, disons, dans le temps christianisé la Russie. Et cette petite société a une courte vie. C'est l'année 1846. Elle est fondée en décembre et disons, la police tsariste en annonce la fin et emprisonne tous les membres en 47, début 47. Le gars le plus important là-dedans, hormis Kostomarov, qui est un historien respectable et qui a fait une histoire de l'Ukraine qui sert de, comment dire, de base pour tout ce combat identitaire. Hein. C'est une histoire en 10 volumes. Hein. Mais le gars le plus important, c'est Taras Shevchenko, qui est un poète. Shevchenko est un serf à l'origine. Parce que la Russie a introduit le servage. Le servage. Et lui et sa famille sont des serfs. Alors, son patron, son propriétaire, on peut dire, le comte Engelhardt, à Saint-Pétersbourg, remarque que le gars, que Taras, a du talent pour la peinture et a la bonté de le mettre dans l'Académie des Beaux-Arts pour qu'il se développe. Et là, un de ses professeurs trouve très dommage que ce soit le petit Taras soit esclave et vend de ses peintures lors d'une loterie. Il organise une loterie et avec cet argent, il libère Taras Shevchenko. Alors, il y a là les racines donc, du nationalisme ukrainien. Il y a toute une histoire qui va se développer derrière à la faveur de la Première Guerre mondiale et puis ensuite de la Seconde Guerre mondiale. Il y a la... Ce qu'on va retrouver dans la nouvelle revue d'histoire, d'ailleurs. Et dans notre livre, d'ailleurs. Et dans le livre, bien sûr, je renvoie au livre de Luc Powell sur l'histoire de l'Ukraine. Je l'ai fait avec ma femme. Pardon. Aux éditions Yoran M. Banner pour tout comprendre ou essayer de tout comprendre à la situation actuelle bravo pour cette érudition de l'Ukraine. Et bravo pour votre français. Merci. Et chers amis, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Restez avec nous, restez-nous fidèles.